Ensuite, il y a des questions de sécurité. Il y a des questions de sécurité associées à l'idée d'avoir une énorme base de données qui a toutes ces informations personnelles sur les citoyennes et citoyens, et l'idée de dire nous allons la sécuriser, vous n'ayez pas crainte. Commençons par dire où vont être stockées les données avant de dire comment elles vont être sécurisées. A priori, l'idée serait, c'est ce qu'on entend, de les mettre sur l'info nuagique. Rappelons ici, Madame la Présidente, que nous avons un grave problème avec l'utilisation de grosses compagnies, pour ne pas les nommer AWS d'Amazon, Azure de Microsoft, le cloud de Google, qui sont des clouds qui appartiennent à des multinationales du Sud. Des multinationales avec toutes sortes de dérives, Madame la Présidente, où les PDG ont un manque de scrupules dont, évidemment, personne ne peut douter aujourd'hui, mais en plus, qui sont assujettis à des législations qui ne sont pas les nôtres, à savoir le Cloud Act, Madame la Présidente. Que permet le Cloud Act? Le Cloud Act, sous certaines conditions, d'obliger ces compagnies-là de partager leurs informations sur des citoyens qui sont stockés chez eux avec le gouvernement américain, sans même prévenir les personnes dont les données ont été données au gouvernement. J'ai moi-même déposé une motion la semaine dernière qui demandait au gouvernement de s'assurer que ni des compagnies étrangères et avant tout américaines, étant donné les politiques du Cloud Act, et ni l'idée même d'avoir ces données à l'étranger, même si c'est des compagnies canadiennes ou québécoises, ne soit envisagée par ce gouvernement. Et à notre grande tristesse, cette motion a été refusée par la partie majoritaire, par le groupe de la CAQ. Nous espérons, ceci étant dit, que cela ne durera pas, Madame la Présidente, et qu'évidemment ces données-là ne vont pas être stockées sur des serveurs à l'étranger ou par des compagnies étrangères. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a deux options qui s'offrent à nous. Une qui consiste à dire nous allons les stocker dans un cloud d'une compagnie locale ou nous allons les stocker dans un cloud privé, c'est-à-dire qu'un cloud qui est hosté, qui est organisé à l'intérieur même de nos ministères. La question se pose, Madame la Présidente, mais imaginez le risque associé à l'idée d'avoir une compagnie qui fleurit, qui marche bien, qui a un cloud local, et que demain matin, Google, Amazon ou Microsoft décident tout simplement de l'acheter. Du jour au lendemain, elle est assujettie à des législations étrangères. Donc, ou bien on légifère pour ne pas permettre cette perte de souveraineté numérique par rapport à nos compagnies numériques pour qu'elles ne puissent pas se faire acheter avec tous les serveurs et toutes les données qu'il y a à l'intérieur, ou bien on s'assure d'avoir une solution qui nous garde toutes nos données à l'intérieur même des murs virtuels de nos ministères à travers ce qu'on appellerait un cloud privé, tout en collaborant évidemment avec des spécialistes de la technologie. Le dernier point, donc on a parlé des services qui pourraient reculer, des questions de droits fondamentaux, les questions de risques associés. Je ne rentrerai pas ici, Madame la Présidente, sur la question de stockage sur des systèmes distribués, parce que malheureusement, je pense que je perdrai les gens qui nous écoutent. Mais je me permettrai de dire qu'une technologie basée sur le blockchain, donc les chaînes de blocs, devrait être très sérieusement étudiée, même si j'ai très peu d'attentes dans ce sens-là, je dois l'avouer. Mais la chaîne de blocs apporterait de manière structurelle une sécurité qu'une grosse base de données centralisée ne peut pas apporter. Apporterait une transparence de manière structurelle qu'une grosse base de données ne peut pas apporter. Je ne rentrerai pas plus dans des détails techniques.
La dernière question, c'est la question de la fonction publique. Comment avoir une fonction publique à la hauteur du défi? Et malheureusement, les dernières années ont montré un certain nombre de fiascos qui se sont produits et reproduits année après année. Or, le virage numérique ne fait que commencer. C'est maintenant que nous allons faire les plus gros investissements dans les perspectives du gouvernement. Si mes souvenirs sont bons, il y avait 10 milliards de dollars de projets sur les 8 prochaines années qui allaient être mis sur la table. Or, nous manquons d'expertise dans la fonction publique. Tous les intervenants sont venus nous expliquer le risque associé à avoir peu d'expertise. Nous avons des postes qui sont ouverts autour de 10, voire même 10 fois 15, 17% des postes en fonction du profil, en fonction du rôle, sont à pourvoir depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Non seulement ils sont à pourvoir, mais il y a eu en plus un gel d'embauche, Madame la Présidente, fait qu'on a du mal à comprendre comment nous allons régler ce problème-là. Et ça ouvre, et comme vous savez, Madame la Présidente, j'ai été 15 ans dans l'industrie, je dois avouer que du non-sens, j'en ai vu vraiment beaucoup au fur et à mesure des années. Ça ouvre la porte à des situations qui sont totalement absurdes, où on a des consultants qui viennent, sous prétexte qu'on ne peut pas payer comme du monde les fonctionnaires qu'on a, les analystes, les développeurs, les architectes de solutions, les architectes d'entreprise, les data scientists, ce que vous voulez, sous prétexte qu'on n'est pas capable de les payer comme quelque chose qui s'approcherait même un peu de ce que l'industrie peut leur payer ailleurs. On se retrouve à prendre des consultants qu'on paye le double pour faire exactement la même job et dont on ne peut plus se passer. Des consultants, il y a deux catégories en fait. Il y a ceux qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans de suite comme consultants, et c'est-à-dire qu'on aurait eu un poste où on payait bien les gens, on aurait quand même économisé beaucoup d'argent. Mais il y a aussi ceux qui débarquent et puis qui pensent avoir des solutions à tout et puis qui trouvent toutes sortes de solutions comme ça avec une assurance absolument incroyable comme ce qu'on peut voir chez les grosses boîtes de consultants et qui partent ensuite et qui laissent tous les problèmes pour ceux qui restent sur place. Et donc, c'est des gens qui ne vivent jamais les conséquences de leurs décisions. Or, Madame la Présidente, 80% des coûts des projets se font entre le moment où il est livré et le moment où il est décommissionné. 80% se fait en maintenance. Et donc, avoir des consultants qui arrivent et qui ne vivent pas la maintenance qui va venir après, fait en sorte qu'ils ne prennent pas les meilleures décisions pour la suite des choses, pour les Québécoises et Québécois, pour le ministère, pour la maintenabilité. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est ils ont des clauses dans un contrat, check, 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 check. Si un jour, il y a un changement, je veux dire, c'est limite si quand on ne leur dit pas bonjour, ils disent c'est pas prévu, c'est une demande de changement, il faut augmenter les prestations. C'est quelque chose, Madame la Présidente. Il faut absolument arrêter notre dépendance à ce système de consultation. On a parlé de toute la question de la santé des infirmières. Sachez, Madame la Présidente, que le prochain gros scandale des dépenses totalement indues que nous allons avoir, moi je veux bien le parier, sera dans les prestations des informaticiens et informaticiennes, prestataires de services et des grosses boîtes de consultation. Donc, de grâce, assurons-nous de bien payer nos fonctionnaires, la sécurité de nos données, notre sécurité, la qualité de nos services va en dépendre. Assurons-nous d'embaucher les personnes dont on a besoin. La transition énergétique, la transition numérique va durer encore un autre 10 ans en imaginant qu'elle s'arrête. Ce n'est pas comme si nous n'allons pas avoir du travail à n'en plus finir pour toutes ces personnes. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les fonctionnaires qui travaillent actuellement au numérique. S'ils y sont, c'est aussi parce qu'ils y croient. Parce que je peux vous jurer, Madame la Présidente, qu'ils peuvent avoir toutes sortes d'emplois beaucoup mieux payés à l'extérieur du fonctionnaire, du ministère. Et leur travail est vraiment essentiel. Et leur expertise, et eux, ils le savent, ils le voient, leur expertise est vraiment importante. Donc, je vais conclure, Madame la Présidente, en disant, premièrement, la prémisse de base,
nous accueillons avec joie une identité numérique. Ça va accélérer, améliorer les services donnés aux citoyens. Pour les personnes qui sont douées en technologie, ça va vraiment faciliter leur vie et Dieu sait qu'on en a besoin. Maintenant, il y a 3 risques. Un, c'est que en fin de compte, ça diminue le service donné aux personnes qui ne passent pas par le numérique, qui sont les personnes les plus marginalisées, les personnes âgées, les personnes pauvres, les personnes les moins diplômées. Il y a un risque face à la dérive sécuritaire, la dérive policière, la dérive antidémocratique, et ça va falloir être très très vigilant pour que cette identité ne serve qu'à ce dont elle a été faite pour, et non pas à devenir un formidable mouchard, une manière de savoir ce que font les fonctionnaires, les citoyennes et citoyens, de pouvoir recouper ces données-là avec autre chose, de pouvoir faire de l'intelligence artificielle, de pouvoir les profiler. Il va falloir s'assurer de bien protéger ces données-là. Et en fin de compte, il va falloir renforcer la fonction publique pour qu'elle puisse répondre aux enjeux associés à cette transformation numérique qui n'est pas une mince affaire. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.